Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau regard croisé. Ce soir, nous allons parler de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Malgré le plan de Donald Trump, la paix semble encore loin, à tel point que les pays européens revoient leur copie, réinstaurer ou non le service militaire. La France, la Belgique ou encore l'Allemagne ont tranché. Bonne ou mauvaise idée, nous poserons la question à nos invités. Assassinats ciblés, guerre de territoire, intimidation politique, corruption des pouvoirs publics. En Europe, la violence suit la route du narcotrafic. Les stupéfiants, cocaïne en tête, font des ravages en termes de santé publique, mais aussi de sécurité. Dans Regard Croisé, nous tenterons de comprendre pourquoi les trafiquants ont toujours un coup d'avance sur les autorités européennes. Enfin, dans le clin d'œil, coup de projecteur sur le phénomène Deni Avdia. Le basketteur israélien est devenu une star de la NBA. Il réalise une saison exceptionnelle avec des statistiques impressionnantes et il vient de lancer sa marque de crème glacée. Cela ne s'invente pas. Vous êtes prêts ? C'est parti. Et nos invités ce soir sont Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, ainsi que Daniel Hervouet, contrôleur général des armées. Bonsoir à tous les deux et merci d'avoir accepté de croiser vos regards ce soir sur i24 News. Je vous propose tout de suite de commencer par l'image de la semaine. Frappe russe sur Kiev, attaque ukrainienne contre des pétroliers russes. La paix semble encore loin, à tel point que plusieurs pays européens évoquent un retour du service militaire. C'est le cas de la France. Un nouveau service national va être institué progressivement dès l'été prochain. Ce service poursuit 3 objectifs précis. Renforcer le pacte noué entre notre nation et notre armée. Renforcer la capacité de résistance de notre nation. Consolider la formation de nos jeunes. Voilà, et on parle de cette déclaration d'Emmanuel Macron avec Déborah Benayoun. Bonsoir Déborah. Le président français a donc dévoilé jeudi les contours du nouveau service militaire volontaire. Concrètement, à quoi cela va ressembler ? Bonsoir Myriam. Bien, clairement, on peut parler d'une petite révolution en France, puisque cela faisait 28 ans que le service militaire avait été supprimé. C'était en 1997 sous Jacques Chirac. Et donc, il pourrait être rétabli dès l'été 2026. Emmanuel Macron estime que la jeunesse a, je cite, soif d'engagement et qu'une génération est prête à se lever pour la patrie. Alors, on va donner les grandes lignes donc de ce futur service. On précise qu'il s'agit d'un service militaire volontaire. À ce stade, on ne parle pas de service militaire obligatoire. Pour répondre aux besoins grandissants de l'armée dans un monde qualifié par Emmanuel Macron d'incertain, il devrait concerner plusieurs milliers de jeunes de 18 à 19 ans dès l'été 2026. Le premier mois serait consacré à une formation initiale et puis les jeunes seraient ensuite envoyés au sein d'unités militaires en mission pour 9 mois, a priori uniquement sur le territoire français. Et puis selon certaines sources, les jeunes seraient rémunérés à hauteur de 950 € par mois. Alors pour le moment, on table sur 3000 jeunes dès 2026 avant d'atteindre un premier palier de 10 000 dès 2030, puis 50 000 en 2035, soit 6% de la tranche d'âge concernée. L'ambition à terme d'Emmanuel Macron, c'est d'atteindre 80 000 jeunes par an. Le président français espère ainsi s'approcher de son objectif annoncé de 100 000 réservistes en 2030 au sein de l'armée française. Pour le moment, elle n'en compte que 45 000. Déborah, vous êtes intéressée aussi à ce qu'il se passe dans les autres pays européens. Oui, alors clairement, on sent quand même qu'il y a un débat qui est relancé en Europe à ce sujet. Il y a 3 catégories. On peut répartir les pays en 3 catégories. D'abord, ceux qui ont conservé le service militaire obligatoire, ceux qui l'ont supprimé et ceux qui ont décidé de le réinstaurer. Donc on a parlé de la France qui a décidé de rétablir un service militaire volontaire. En tout, 12 pays européens disposent d'une conscription obligatoire. La durée varie de 6 mois pour l'Autriche à 14 mois pour Chypre. D'abord, il y a ceux donc, qui ont conservé le service militaire obligatoire. Ils sont 8. Parmi eux, il y a la Grèce qui a un service militaire obligatoire pour les hommes de 18 ans, de 9 à 12 mois. Et puis il y a Chypre également, aussi pour les hommes de 18 ans. Là on parle de 14 mois de service militaire. Et puis, ça peut surprendre, mais il y a aussi la Suisse. C'est un service militaire obligatoire pour les hommes de 9 mois et qui est volontaire pour les femmes. Alors, pour la Grèce et Chypre, le service n'a pas été supprimé, notamment parce que ces 2 pays sont en conflit larvé avec la Turquie. Et puis, il y a ceux qui ont réinstauré le service militaire obligatoire. Ils sont 4. Parmi eux, il y a donc la Suède, la Lituanie, la Lettonie
et la Croatie qui avait suspendu son service en 2008 et qui est le dernier État à l'avoir réinstauré. Et c'est pour janvier 2026, ce sera 2 mois, donc à partir de janvier 2026. L'Allemagne, elle, envisage la mise en place d'un service militaire volontaire. C'est un projet de loi qui doit être voté normalement dès le mois prochain. L'objectif, c'est de recruter plus de 20 000 volontaires d'ici à 2026 avec un salaire brut de 2 600 €. Quant à la Belgique, elle envisage elle aussi de rétablir un service militaire volontaire et elle lance même une campagne de recrutement qui serait rémunérée plus de 2 000 € net par mois. Les autorités espèrent attirer 3 500 candidats. Tous les autres pays l'ont supprimé et ne l'ont pas rétabli, en tout cas pour l'instant. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que le rétablissement du service militaire, eh bien, il est très lié à la géographie, puisque plus on va vers l'Est, plus les pays se sentent menacés et ils décident donc de rétablir ce service militaire. Merci beaucoup, Déborah Benayoun. Emmanuel Dupuy, je me tourne à présent vers vous. Ce retour au service militaire volontaire, c'est important de le dire, volontaire, est-ce qu'il répond davantage à des attentes de sécurité concrètes ou plutôt à un besoin de redéfinir l'identité nationale et le pacte civique? Écoutez, on a toujours coutume de dire que ce sont des armées qui gagnent des batailles et des nations qui gagnent des guerres. Alors je crois que la notion des forces morales ou de la défense en profondeur est ici particulièrement utile. Je ne crois pas que nous ayons besoin d'une classe d'âge de 700 000 jeunes qui viendraient renforcer nos forces armées qui ont déjà un volume de 280 000 hommes. D'ailleurs, cela aurait un coût et cela obligerait les forces armées à se détourner de leur mission. Car on oublie que si l'on va vers une classe d'âge, 700 000 jeunes, il faudra bien les encadrer. À l'époque où le service national existait, et d'ailleurs il n'a pas été annulé, il n'a été que suspendu jusqu'en 97, il y avait plusieurs centaines de régiments, nous n'en avons plus que 80. Donc où allons-nous cantonner littéralement ces jeunes quand on estime la capacité d'encadrement? Vous avez mentionné 950 €, n'oublions pas qu'il faut un encadrant pour 5 jeunes, un militaire pour 5 jeunes. Donc ce seront des métiers nouveaux qu'il va falloir inventer ou alors considérer que les militaires reprennent la formation initiale, puisque dans l'épure du président de la République, il y a d'abord effectivement une formation de 1 mois, puis une formation initiale, puis une formation de 8 à 9 mois pour faire les 10 mois. Donc je crois que c'est une annonce. Je ne suis pas certain que cette masse réponde réellement à notre capacité de dissuasion. Thucydide avait cette formule, et je crois qu'elle résume de nouveau notre propos. Ce ne sont ni les murailles, ni les navires qui sont importants, c'est la capacité de la nation, la capacité des hommes de les défendre. Et c'est ça, en fait, dont il s'agit de réaffirmer qu'une nation en armes est une nation persuasive et dissuasive. Daniel Hervouet, sur le plan opérationnel, le service volontaire tel que décrit par Emmanuel Macron, est-ce qu'il est suffisant pour renforcer les capacités de défense de la France? Ce n'est pas ce que vient de nous dire Emmanuel Dupuy. Écoutez, notre armée professionnelle représente à peu près 110 000 hommes et femmes qui ont développé, qui développent en permanence au fur et à mesure de leur entrée dans les armées, leurs capacités opérationnelles. Et les capacités opérationnelles, ça n'est pas des citoyens israéliens qu'il faudrait que j'explique ça. Ça n'est pas quelque chose qui peut s'apprendre, s'intégrer en l'espace de quelques mois. L'aptitude au combat, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, surtout dans la guerre moderne. Alors, lorsqu'on parle de 3000 pour commencer, pour arriver à 2030-35, comme le prévoit la loi de programmation militaire, à 105 000 réservistes, il n'y a pas de quoi constituer une armée de combattants très solide, si vous voulez. Alors, le problème, c'est que non seulement pour avoir des combattants, il faut des hommes et des femmes, mais il est important également d'avoir le matériel qui va avec. Il faut des chars, il faut des canons, il faut des avions, etc. Or, ça n'est pas parce qu'on aura préparé 3000 jeunes dans quelques mois pour partir en mission, non pas à l'étranger, mais sur le territoire national, que les Russes vont se mettre à trembler dans les plaines d'Ukraine, vous voyez. Donc, moi, ça me laisse un petit peu sceptique. Je pense qu'il s'agit là essentiellement
de propos de nature politique qui sont très va-t-en-guerre, en évoquant la mobilisation de la nation, hein, un petit peu comme en 1792-93, là, vous voyez, hein, tout le monde saisit un drapeau et part vers le front. On en est très loin. D'autant plus que la France seule, dans cette affaire ukrainienne, qu'on voit bien complexe à résoudre, mais qui finira par être résolue par la négociation. C'est pour ça que c'est compliqué pour l'instant. Parce que quand on entre en négociation, il faut toujours que ce soit compliqué, que l'affrontement soit vigoureux, de manière à ce que chaque partie puisse en sortir dans les meilleures conditions possibles. Mais quoi qu'il en soit, quand bien même on imaginerait une dégénérescence de la situation, comme l'a fait il n'y a pas très longtemps le chef d'état-major des armées, qui a évoqué un danger, une menace particulière à partir de 2030. Bon, je ne sais pas quelle en est la source de cette menace, là, mais pour l'instant, ça semble très peu évident. Mais enfin, admettons. Je pense qu'un conflit, s'il devait avoir lieu, avec l'intention pour la Russie d'arriver jusqu'à Brest en Bretagne, je vois mal l'exercice, eh bien, il faudrait une mobilisation de tout l'OTAN, tous les pays de l'OTAN. Et alors là, je souhaite bien du bonheur au général qui devra commander tout ça, parce que toutes ces armées extrêmement différentes, de cultures différentes, de matériels différents, de formations différentes, pour les mettre en ligne et pour combattre efficacement, je peux vous dire que ce serait très compliqué. Justement, Emmanuel Dupuis, il fut un temps où on parlait d'une armée de l'Union européenne qui serait différente de celle de l'OTAN. C'est de l'histoire ancienne, alors qu'on voit finalement que plusieurs pays européens veulent remettre le service militaire volontaire, mais en place. Bon, déjà, les pays qui veulent remettre le service national ou qui l'ont déjà rétabli sur une base volontaire, une base obligatoire, le font pour protéger leurs frontières. Et ils le font pour protéger une frontière qui est à risque puisqu'elle est littéralement mitoyenne avec la Russie. C'est notamment le cas de la Finlande et des 3 pays baltes que vous avez évoqués. Je mets de côté le cas chypriote, grec et turc que vous avez également mentionné. Je crois que la question d'une armée européenne ou qu'on a souvent évoquée depuis la tentative balbutiante en 1952 d'avoir une communauté européenne de défense se marie en fait pas très différemment de la mobilisation des 1,4 million de soldats que constituent les forces militaires agglomérées des 32 pays de l'OTAN. Et c'est surtout ça qui est l'effet dissuasif, comme ça a été rappelé par mon sparring partner, monsieur Daniel Hervouet. Daniel Hervouet, l'idée d'un combat où il n'y aurait qu'un seul État contre un ennemi n'existe plus. Nous sommes en coalition, nous sommes en alliance, nous avons des assurances de sécurité, l'article 5 de l'OTAN, l'article 42 alinéa 7 du traité de Lisbonne, qui fait que si un pays de l'Union européenne est attaqué, les autres lui doivent une mutuelle assistance, et c'est à peu près vrai avec les 31 autres pays de l'OTAN. Donc finalement, le pilier européen de la défense assure la sécurité collective du continent. C'est sans doute la raison pour laquelle son commandant, le SACEUR, le commandement des forces suprêmes de l'Union européenne, ne devrait plus être américain, mais devrait être un Européen. On en parle de plus en plus avec un Allemand. Mais encore une fois, je ne crois pas que le service national ait cette vocation. Le service national a la vocation de réaffirmer qu'une nation doit se défendre contre tous les dangers. Car si l'on lit bien la raison d'être du service militaire volontaire, qui du reste était aussi celle du service national universel, qui était aussi celle du service civique, ce ne sont pas des opérations militaires, c'est des opérations qui vont compléter les quelques 10 000 soldats français qui assurent de la sécurité du quotidien dans le cadre de l'opération Sentinelle, ou, je cite, de l'assistance à la population. Il ne s'agit pas de les amener sur le front, il ne s'agit pas d'en faire, comme l'a dit, ou comme a été perçu, mal perçu du reste, les propos du général Mandon, des éventuels fils et filles de France qui perdraient la vie pour défendre notre territoire. Emmanuel Dupuis, Daniel Hervouet, vous restez avec nous. Nous allons à présent parler de cette guerre sur le plan diplomatique dans l'œil du journaliste. Et on en parle avec Yana Soriana, rédactrice en chef de la chaîne en anglais. Bonsoir Yana. Donald Trump a présenté un plan en 19 points pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Ça nous rappelle évidemment quelque chose. Des discussions ont lieu en ce moment même en Floride avec des représentants ukrainiens. Où en sont ces discussions et finalement où en est cette proposition américaine ?
D'abord, nous ne savons pas vraiment de quoi a l'air la proposition à jour américaine ou russe au départ. Ça dépend ce que vous lisez et entendez. On ne sait pas ce qui se passe avec les sujets centraux de dissension concerne bien sûr le renoncement à des territoires que la Russie n'a pas conquis et qui sont entre les mains de l'armée ukrainienne, et puis la question de rejoindre l'OTAN et d'autres questions qui sont complexes ou peut-être moins, des sujets où les deux parties n'ont pas réussi encore à combler les fossés entre eux. Et on n'a pas été impressionné ces derniers jours du fait que le président Poutine soit vraiment intéressé à un accord avec des rajouts ukrainiens. Il a dit ces derniers jours qu'il n'était pas sûr qu'il serait prêt à signer avec Zelensky, qui n'a pas de légitimité selon lui. Et il a aussi dit que l'on obtiendrait par une opération militaire spéciale, comme elle l'appelle en Ukraine, ou par un accord, les mêmes objectifs. Et il a parlé de la conquête de tout le territoire du Donbass, des sujets qui sont essentiels pour la Russie aujourd'hui et critiques du point de vue de l'Ukraine. C'est essentiel avec tout ce que cela signifie, avec le soutien des États-Unis. Zelensky a besoin du soutien et a le soutien de son peuple, et la nation ukrainienne n'acceptera jamais ces concessions. Alors à mon avis, aujourd'hui, les distances, les fossés sont les mêmes que ceux qu'on connaissait auparavant, et la question est de savoir si pour les deux parties, l'accord amènera davantage que la guerre, et il semble que la Russie continue à croire qu'elle peut obtenir avec beaucoup de patience, avec la poursuite de la guerre, davantage que par un accord qui viendrait vers l'Ukraine, et donc il est difficile de voir les deux parties arriver à un accord quel qu'il soit. Alors Yana, on en parle peu en Israël de cette guerre de presque 3 ans. Quelle est la position de Jérusalem? Elle ne semble pas très claire, cette position. Israël s'efforce de ne pas intervenir sur ce sujet directement. En même temps, nous avons vu, en particulier après la chute d'Assad, que Israël s'est permise davantage de s'exprimer en faveur de l'Ukraine. On a vu la visite du ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar en Ukraine cet été, où en fait officiellement et clairement pour la première fois Israël a déclaré que il condamnait l'agressivité russe et l'agression russe contre l'Ukraine, et ça a été clairement déclaré. Et nous voyons un réchauffement des relations entre les deux États. Et vous savez, en fin de compte, Trump attire aussi vers lui les États post-soviétiques comme l'Azerbaïdjan et d'autres États ex-soviétiques. Et du point de vue d'Israël, elle suit la politique de Trump, et en fin de compte, Israël fait ce qui est bon pour l'État d'Israël et pour les relations avec l'administration américaine. Donc aujourd'hui, Israël est la plus facile aujourd'hui à condamner la Russie, se sentant plus libre de le faire, mais au-delà de cela, Israël, comme auparavant, aujourd'hui encore, tâche de ne pas trop intervenir dans cette guerre parce que cela ne sert pas véritablement ses intérêts stratégiques et géopolitiques et régionaux. Merci beaucoup Yana, Soriana, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Emmanuel Dupuis, Daniel Hervouet, je reviens vers vous. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut penser de ce plan de paix proposé par Donald Trump? Yana, qui est spécialiste de l'Ukraine et de la Russie sur A24 News en anglais, dit que c'est un plan russe aussi. On va commencer par Daniel Hervouet, par exemple. Bien, écoutez, ce plan, comme tous les plans de paix, c'est un document qui doit servir de base à une discussion. Bon. Mais si on se place du côté de la Russie est en position de force. Sur le terrain, elle grignote le terrain, comme on disait pendant la guerre de 14, sauf que là, c'est vrai. L'attrition dans l'armée ukrainienne est très importante. Il y a beaucoup de morts. C'est le principe même du combat russe, que de provoquer l'attrition chez l'ennemi. Casser, détruire, tuer, etc., provoquer des pertes humaines. Et actuellement, l'Ukraine est quand même à la corde en matière d'effectifs.
D'autre part, la Russie s'estime tout à fait dans son bon droit, car le départ de la faute, comme au rugby, on peut revenir à l'origine de la faute. L'origine de la faute, c'était que le monde occidental, donc les États-Unis, l'époque de Biden, avait plus ou moins l'intention de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Et un certain nombre de pays autour n'étaient pas contre cette idée non plus. Dans son discours de 2007, Poutine avait mis en garde la communauté internationale en disant attention, depuis la chute du mur, d'abord vous n'avez pas voulu de moi au sein de l'OTAN, d'autre part vous allez envahir à droite à gauche pour imposer votre conception de la démocratie. Et moi, je n'ai pas le droit de faire quoi que ce soit. Et en plus de ça, vous aimeriez bien que ce pays fasse partie de l'OTAN. Et comme tous les pays de l'OTAN se voient attribuer des quantités d'armes, de missiles, etc., voire même des implantations d'armement nucléaire américain, si vous continuez comme ça, ça va mal se terminer. Et ça s'est terminé par un ultimatum, 2 ultimatums qui ont été envoyés aux États-Unis au sujet de la relation de sécurité en Europe et en matière de relations avec l'OTAN, et il n'y a eu absolument aucune réponse. D'où la colère de Poutine, qui, de toute façon, n'apprécie pas particulièrement la façon dont le monde occidental évolue. Donc voilà. Alors côté ukrainien maintenant, alors bien sûr, eux sont là un petit peu paniqués, comme un nageur qui se noie. Pourquoi ? Eh bien, parce que tout dans la défense de l'Ukraine reposait en grande partie sur les États-Unis, sur le renseignement, sur les munitions, etc. Et actuellement, Trump, qui aimerait bien voir déboucher cette négociation, est en train de serrer le cordeau de la bourse un petit peu, ce qui fait que on a le sentiment quand même que Trump et Poutine ont un petit peu les cartes en main pour amener Zelensky à signer finalement un document qui serait très favorable à la Russie. Alors justement, Emmanuel Dupuis, il nous reste 2 petites minutes, malheureusement le temps court. L'Ukraine est soutenue par l'Union européenne, notamment par la France. L'Union européenne qui dit que ce plan n'est pas un bon plan. C'est pas un plan du tout, c'est un plan de capitulation. D'ailleurs, maintenant, on le sait, c'est un plan qui a été dicté à Moscou par le biais de Kirill Dmitriev. D'ailleurs, aux États-Unis, on appelle ça le plan Dmitriev. Et c'était donc les 28 plans, les 28 points initiaux qui ont été proposés à Zelensky, qui ont fuité, qui ont semé un courroux au sein même du camp présidentiel américain, car après tout, les Américains restent convaincu que la Russie demeure une menace. Donc c'est pas du tout un plan de paix. Et d'ailleurs, le président Donald Trump est un petit peu gêné aux entournures quand il entend le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, dire que les Américains n'ont pas compris qu'ils ne négocieraient pas sur autre chose que le plan de paix qu'ils ont proposé. Donc ce n'est pas une négociation. Et Vladimir Poutine l'a redit il y a quelques heures. Le plan de paix, pour lui, c'est la capitulation totale de l'Ukraine. Donc c'est pas un plan de paix. Il n'y a pas de plan de paix. Par contre, il y a la volonté de la part d'un certain nombre de partenaires. Vous évoquiez le président Zelensky, qui est à Paris pour la 10e fois, à partir de demain. Il y était le 17 novembre dernier, qui va chercher des soutiens européens et qui va, d'une certaine façon, conforter l'idée que désormais, les États-Unis vont certainement, avec la modération d'usage, ne plus soutenir militairement et financièrement l'Ukraine, et donc il va falloir bien trouver des alternatives. Le déblocage du gel des avoirs russes est une alternative, 210 milliards d'euros, qui pourrait compenser ce que les Américains ne donnent pas. Merci. Pour l'instant, il y a un relatif blocage, mais les Européens vont y travailler, bien sûr. Merci beaucoup, Emmanuel Dupuis et Daniel Hervouet, d'avoir joué le jeu et d'avoir croisé vos regards ce soir. Évidemment, la guerre entre la Russie et l'Ukraine n'est pas la seule actualité de cette semaine. Voici un bref résumé en images. Alors, l'écran, il marche plus, hein? Oui. Non, il s'est coupé il y a 10 minutes. J'ai rien dit parce que je m'en fiche. Mais c'est l'horreur de toute notre nation face à l'attaque terroriste perpétrée dans notre capitale, au cours de laquelle un monstre sauvage a abattu 2 militaires de la garde nationale de Virginie occidentale.
Le simple fait qu'il se trouve ici au siège de la police fédérale est déjà une absurdité humanitaire. Je le répète, le moins qu'on puisse faire, c'est de s'occuper de lui, car la loi le lui garantit en raison de son âge et des comorbidités dont il souffre. C'est de la cruauté, et cela représente un risque très important pour sa santé, pour sa vie. Je plaide en faveur d'un multilatéralisme plus fort et plus viable, fondé sur l'égalité, le respect de toutes les nations et la promotion des intérêts mondiaux communs vitaux. Allez, on marque une petite pause à suivre juste après dans Regard croisé. Les narcotrafics en Europe, ce sera le grand angle. Restez avec nous. Israël Bonds soutient Israël depuis 1951, lorsque la guerre contre le Hamas a éclaté. Les Israël Bonds ont répondu à l'appel, prouvant qu'ils sont beaucoup plus qu'un investissement. Ils sont un soutien essentiel. Les Israël Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. En choisissant de souscrire à des Israël Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Un soutien concret pour l'avenir d'Israël. C'est le moment, bâtissons l'avenir ensemble. עוד יותר, כן, עוד יותר, כן. מזל טוב. אתה הכי טוב. עוד יותר טוב. אלבר, רק את הטוב. ועוד הנפקה מוצלחת לחברת ההייטק הישראלית. אולי יצאו יותר טוב משם. Israël est fort et en pleine croissance. Maintenant, plus que jamais, c'est le moment de faire son alia. It's Christmas time, love is in the air, need you more than ever. Snow keeps snowing, the wind keeps blowing, but we'll be snug and so warm. And we wish you Merry Christmas, it's Christmas time at last. Le cadeau qu'on rêve tous d'avoir dans notre petit soulier est chez SFR. SFR, on s'engage pour vous. Ils visent des civils, des enfants, des familles. Au sol, une autre bataille se joue, celle de la vie. Les secouristes du Magen David Adom sont là chaque seconde auprès du peuple d'Israël. Mais ils ont besoin de vous. Un don, c'est une ambulance qui arrive à temps. Donnez maintenant. mda-france.org. mda-france.org. J'en ai marre de ces interviews. Tout est trop attendu, trop calibré, vous comprenez? Allergie au politiquement correct. Stade avancé. Et si on osait tout dire? On essaye. Confidence, c'est un moment hors du temps. Des figures inspirantes, publiques ou plus discrètes, nous racontent leurs rêves, leurs blessures, leurs vérités. Confidence avec Nathalie Nagar.
Bonsoir à ceux qui nous rejoignent, merci à ceux qui sont restés pour cette seconde partie de Regard croisé sur i24 News. Alors ce soir, nous parlons d'une véritable déferlante, un tsunami blanc, la cocaïne qui inonde les rues européennes. C'est le grand angle de la semaine. Plus de 300 tonnes de cocaïne ont été acheminées en Europe cette année. Cette drogue traverse des milliers de kilomètres avant d'atteindre Paris, Bruxelles ou Berlin. Son point de départ est l'Amérique latine. On suit la route de la poudre blanche. Jamais la cocaïne n'aura autant circulé vers l'Europe. Plus de 300 tonnes par an. Des routes maritimes, terrestres, aériennes. Un trafic devenu industriel que les États peinent à contenir. Et pour comprendre cette déferlante, il faut d'abord regarder les voies d'accès. La cocaïne part des Andes, Colombie, Pérou, Bolivie. Longtemps, la destination privilégiée était l'Amérique du Nord. Mais en raison de l'importante répression de ces dernières années, les cartels sud-américains visent désormais l'Europe. La drogue transite par l'Équateur, le Venezuela ou par des pays d'Afrique de l'Ouest comme la Guinée-Bissau ou le Sénégal, devenus de véritables plateformes logistiques. À chaque étape, la marchandise est reconditionnée, mélangée, dissimulée dans des conteneurs ou du fret ordinaire. Les stupéfiants peuvent être acheminés par avion via le fret caché dans les marchandises, mais aussi via des mules, ces personnes qui transportent la drogue dans leurs bagages ou en avalant des boulettes. Mais le gros de la cocaïne produite en Amérique latine arrive par la mer via de gros cargos. L'autoroute, c'est l'Atlantique. Pas étonnant puisque 90% du transport mondial de marchandises se déroule par voie maritime. Il est donc facile d'y dissimuler de la drogue. Les principaux points d'entrée sont les ports de Rotterdam aux Pays-Bas, d'Anvers en Belgique et du Havre en France. Le port d'Anvers reste toujours encore le numéro 1, je dirais, utilisé par les organisations criminelles. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un focus, je dirais, sur les autres ports dans l'Europe non plus. On voit quand même qu'il y a aussi des saisies très importantes qui ont la destination, un port de Le Havre en France. On regarde le port de Rotterdam aux Pays-Bas, le port de Hambourg aussi, Allemagne et les ports d'Espagne. Mais les contrôles de plus en plus fréquents poussent les trafiquants à s'adapter. Ils passent désormais aussi par des plus petits ports, comme celui de Dunkerque ou de Saint-Nazaire. Vous savez que les ports du Nord, notamment Anvers et Rotterdam, et puis dans un petit peu moindre mesure le port du Havre, ont connu des saisies spectaculaires de cocaïne ces derniers mois, ces dernières années, et ont pris de fait ces ports-là, ces structures-là, ont pris des mesures pour sécuriser leurs plateformes, sécuriser leurs ports. Par contre, nous sommes en train d'étudier la création, probablement en 2026, d'une brigade spécifiquement dédiée à la lutte contre les trafics de stupéfiants par le port de Dunkerque. Une fois sur le continent, la drogue est acheminée par la route vers les différentes zones. Les autorités européennes constatent une hausse du trafic, notamment entre la France et l'Espagne. Ces derniers mois et avec les prémices ces dernières années, on voit une montée en puissance de nos saisies en matière de cocaïne, ce qui n'était pas usuel, puisque la route traditionnelle en termes de stupéfiants que l'on constate sur ce territoire, c'est plutôt le cannabis sur toutes ses formes. Les mesures mises en place sont insuffisantes pour arrêter ce qu'on appelle désormais le tsunami blanc en Europe. Les narcotrafiquants redoublent de créativité pour faire entrer la drogue sur le continent. Ils utilisent même des sous-marins, comme ici au Portugal. Ils détournent les contrôles et semblent avoir toujours un coup d'avance sur les autorités. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Jean-Charles-Antoine Noirel, ancien officier supérieur de gendarmerie et le président du cabinet géopolitique Astragé. Avec nous également depuis nos studios à Paris, Christian Flech, ancien directeur de la police judiciaire de Paris. Bonsoir à tous les deux. Je vais commencer par vous, Christian Flech. Les ports européens sont devenus des hubs finalement majeurs du trafic. Les contrôles se renforcent, mais on voit que les narcotrafiquants parviennent à s'adapter. Est-ce qu'on est en train de perdre la bataille de cette logistique ? Non, sûrement pas, mais l'article, enfin le sujet le montrait extrêmement bien. Il y a une capacité à la fois d'adaptation des trafiquants et une forme de créativité. Donc, bien sûr, il y a des millions de containers qui passent dans le trafic mondial et il est extrêmement difficile de les contrôler individuellement. Il y a aussi un sujet de corruption autour de ces lieux où on traite des containers. Et tout ça fait qu'il est relativement facile de glisser dans un container une cargaison de cocaïne qu'on va ensuite retrouver sur les marchés français et spécialement parisiens.
Jean-Charles Antoine Noirel, on voit l'émergence, on l'a dit, de nouvelles méthodes pour faire passer, transiter cette drogue. On voit aussi les États-Unis qui se sont attaqués au Venezuela, alors que finalement ce n'est pas là qu'est produit, mais c'est par là que transite la drogue, donc la cocaïne. Est-ce que l'Europe doit être plus ferme, plus dure à l'égard de ceux qui fabriquent et qui transportent la drogue jusqu'en Europe ? Je pense que c'est une politique européenne, une politique mondiale. Il faut revenir sur l'origine même du développement des drogues, commerce des drogues et de la cocaïne en Europe, qui depuis plusieurs décennies a explosé. Pourquoi ? Parce qu'il y a un développement énorme du commerce et des flux maritimes, donc il est très difficile de pouvoir détecter les arrivées. Il y a un travail énorme des services à ce sujet. Mais l'Europe a toujours eu une volonté de casser ces filières, soit en amont, soit avec des politiques répressives, et les différentes polices judiciaires, de la gendarmerie, de la police nationale. Et le travail des douanes a toujours été croissant. Et cette année, il est de plus en plus croissant avec l'OFAST. Donc effectivement, si à un moment donné, il y a la volonté de pouvoir casser ces filières, il est important de travailler sur différents... Il y a mon taxi, il est arrivé alors que normalement il est prévu plus tard. Vous êtes Christian Flech, vous êtes en direct, on vient de vous entendre. Oui. Il n'y a aucun problème. Je voudrais vous relancer justement sur ce que vient de dire Jean-Charles Antoine Noirel. Il y a de la répression, il y a de la coopération entre les différentes polices, gendarmeries européennes. Néanmoins, on voit que malgré cette multiplication de la répression, de la recherche de cette drogue, les narcotrafiquants ont néanmoins misé tout de même sur l'Europe. Cela veut dire quelque chose. Ça veut dire aussi qu'il y a une vraie demande en Europe et que c'est un sujet important qu'il faut aussi traiter. Voilà, il y a une politique de santé publique qu'il faut mettre en place. L'Europe et spécialement la France avaient été bien marquées par le cannabis. Dorénavant, la cocaïne est en train d'augmenter à un tel point que le gramme de cocaïne, qui est quand même un peu le signe de l'équilibre entre l'offre et la demande, le gramme de cocaïne non seulement ne monte pas en coût, mais a tendance à descendre. Ça veut dire que l'offre est supérieure même à la demande. Donc ça, c'est assez inquiétant. Et le sujet de la lutte contre les stupes est un sujet global. Il y a des milliards qui sont générés, qui vont dans une économie. Il y a une volonté parfois de créer un exemple de contre-société, c'est-à-dire que les trafiquants vont offrir à la population un certain nombre de services. Et puis aussi, il y a une inquiétude parce que la France est entourée, vous savez, d'un certain nombre de pays. Il y a d'abord l'Italie qui a connu avec la mafia des périodes très difficiles et qui a du mal aussi à s'en sortir. Et puis deux pays où les stupéfiants ont pris une grande importance, c'est la Belgique et aussi les Pays-Bas, où on a vu des menaces qui visaient directement le personnel politique. Donc on est vraiment dans une situation où il y a une réelle inquiétude et sans doute la répression ne suffira pas pour aborder un sujet aussi compliqué. Alors justement, vous restez évidemment avec nous puisque la lutte contre le trafic de drogue n'est pas qu'une question de santé publique, vous l'avez dit, elle est d'autant plus nécessaire que la violence suit la route des stupéfiants, assassinats, règlements de compte, corruption et intimidation. Des quartiers entiers en Europe sont désormais aux mains des narcotrafiquants. Regardez. Marseille, 13 novembre au soir. Mehdi Kessassi, 20 ans, est abattu en pleine rue. Il ne fait pourtant pas partie d'un gang. Il a été visé parce que son frère Amine est un élu de la ville qui a fait de la lutte contre le narcotrafic son combat. L'assassinat du jeune homme est un tournant dans la guerre que mènent les narcos à l'État. Une élimination, un message, une escalade. L'émotion est nationale, la réaction politique est immédiate. Le président de la République a demandé à tous les acteurs de poursuivre la lutte qui est la nôtre, de l'amplifier, notamment au travers des nouveaux outils qui sont les nôtres dans le cadre de la loi narcotrafic. Pas que la loi narcotrafic, depuis 2017, 18, 19, avec la réforme de l'OFAST, on lutte contre les trafics de stupéfiants. Le président de la République a demandé évidemment de continuer ce travail. Pour les autorités locales, l'assassinat de Mehdi Kessassi représente un tournant. La mairie dénonce un acte destiné à terroriser ceux qui s'opposent aux trafiquants. On doit se soulever dans cette affaire-là, on doit avoir la tête haute et dire qu'on ne tremblera pas et qu'on n'aura pas peur. Nous n'avons pas peur de vous. C'est ça qu'on a besoin de dire à la mafia. Vous ne nous faites pas peur. Vous ne faites pas peur aux Marseillais, vous ne faites pas peur aux Français.
parce qu'à la fin on gagnera. Si on est unis, on gagnera. La France n'est pas la seule concernée. Une même violence frappe le nord de l'Europe. Bruxelles notamment. Fusillades, règlements de compte, représailles. En février dernier, des hommes armés ont ouvert le feu à plusieurs reprises dans une station de métro, puis dans les rues de la capitale belge. Des narcotrafiquants ont également éliminé des concurrents dans un quartier populaire de la ville. Je confirme le fait que ces fusillades sont liées à la présence de groupes criminels à Bruxelles, liés au narcotrafic, et que ces groupes se livrent une guerre qui est violente, inacceptable et que nous allons combattre. On ne peut pas, dans un état de droit, dans une démocratie, accepter que ces individus sèment la violence dans les rues. Cette spirale de violence a amené une juge d'instruction belge à parler de narco-État. Nous sommes confrontés à une menace organisée qui sape nos institutions, écrit-elle dans une lettre publiée anonymement sur le site des cours et tribunaux belges. Elle dénonce la montée en puissance des narcotrafiquants, en particulier à Anvers. La magistrate a elle-même déjà dû vivre 4 mois sous protection rapprochée dans une habitation sécurisée après avoir reçu des menaces de trafiquants de drogue. En France aussi, la corruption au sein des institutions censées lutter contre le fléau existe. Il faut savoir aussi lutter contre la corruption qui touche les services enquêteurs, qui touche possiblement les tribunaux. Et il y a d'ailleurs une dizaine d'enquêtes ouvertes pour des agents qui auraient été corrompus et qui donnent des informations aux organisations criminelles, et violant ainsi le serment de servir la République. Marseille, Bruxelles, Anvers, Rotterdam. La violence suit les routes de la cocaïne. Assassinats ciblés, guerre de territoire, intimidation politique. Partout en Europe, une certitude. Sans frapper les routes, l'argent et les réseaux, le continent s'exposera à une violence de plus en plus décomplexée et à un défi direct contre ses institutions démocratiques. Jean-Charles, Antoine Noirel et Christian Flech sont toujours avec nous. Jean-Charles, Antoine Noirel, vous êtes ancien officier supérieur de gendarmerie. Est-ce que ce degré d'intimidation politique, est-ce que vous l'aviez déjà rencontré avant ou est-ce qu'on a atteint un nouveau niveau ? Non, on atteint réellement un niveau sans commune mesure. Mais il faut revenir à ce qu'est le trafic de drogue. Le trafic de drogue, c'est l'histoire d'un développement commercial, d'une chaîne de valeur en dehors de la loi depuis des décennies, qui produit de plus en plus de chiffres d'affaires. Chiffre d'affaires illégal, mais chiffre d'affaires qui se comptent en dizaines de milliards. À partir du moment où vous avez de tels moyens financiers, vous avez une hydre qui se développe sur l'ensemble des territoires. Et petit à petit, des rapports de force locaux et internationaux pour la maîtrise des territoires se sont mis en place. Après, au fur et à mesure des décennies, à partir des années 90-2000, la capacité à acheter des armes, à faire venir des armes de l'étranger, a renforcé cette hydre. Et on arrive désormais à une situation où il y a une sorte de contre-État illégal qui veut s'en prendre à l'État légal par tous les moyens, y compris par la corruption qui est croissante. Donc, effectivement, comme l'a dit M. Flech juste avant, on arrive à un niveau où les doses de cocaïne deviennent de moins en moins chères. L'Europe est un territoire solvable et en termes de développement économique, c'était forcément un territoire ciblé. Donc oui, on atteint un niveau sans commune mesure auparavant. Justement, Christian Flech, vous êtes ancien directeur de la PJ, de la police judiciaire de Paris. On voit assassinats ciblés, règlement de compte, corruption aussi, hein, il l'a dit le Premier ministre français. Quelle réponse concrète faut-il sur le terrain, mais aussi politique, pour venir à bout finalement et ne pas arriver à un narco-État comme certains le craignent ? Mais écoutez, d'abord, je voulais faire une remarque sur le reportage. La ville de Marseille a toujours connu, depuis la French Connection, c'est-à-dire depuis plus de 50 ans, un rapport avec les stupes qui était très fort. Je voudrais aussi remarquer qu'à l'occasion de ce malheureux assassinat à Marseille, on a inventé le terme de crime d'avertissement, ce qui n'est évidemment pas dans le code pénal français, mais qui veut bien dire ce que ça veut dire. Et puis, je voudrais aussi qu'on n'oublie pas qu'on a découvert, le grand public a découvert en France, mais la police le savait et la gendarmerie aussi depuis un moment, que Mohamed Amra, qui était un trafiquant, s'est évadé au cours d'un transfert. Dans cette évasion, 2 agents pénitentiaires ont été tués et on a découvert que depuis sa prison, avec 9 téléphones portables, il était en situation
de continuer son trafic. Donc on en revient au sujet, comment des détenus peuvent disposer d'autant de téléphones, ce qui renvoie aussi en partie au sujet de corruption. Donc comment on peut traiter, puisque c'était votre question, il y a une loi qui a été votée en France qui va rentrer en application dans quelques semaines avec les décrets qui sont nécessaires, où on va renforcer la lutte contre les stupéfiants, créer un parquet spécialisé en termes de criminalité organisée. On n'a pas fait un parquet en termes de lutte contre les stupéfiants, puisque les stupéfiants engendrent un certain nombre de délinquances induites, comme par exemple les meurtres, comme par exemple la corruption, et on arrive à une notion de criminalité organisée qui englobe également le trafic de stupéfiants. On a un besoin de travailler là aussi en équipe, puisque au-delà de la police judiciaire qui va être le chef de file en termes de criminalité organisée, bien sûr, il y a les douanes. On a vu dans votre reportage que les douanes ont un vrai travail aux frontières. On a aussi besoin de disposer des services de renseignement intérieurs, les services de renseignement extérieurs aussi. Et puis, il y a un sujet diplomatique, puisqu'on doit avoir des relations diplomatiques très fortes avec les pays étrangers, puisque dorénavant, une partie de ce qui est récupéré, les milliards qu'évoquait le colonel tout à l'heure, sont réinvestis, non plus dans le Maghreb comme c'était le cas auparavant, mais là on voit bien qu'à Dubaï, le ministre de la Justice français s'est déplacé pour pouvoir obtenir des autorités des Émirats la saisie d'un certain nombre de biens immobiliers qui avait été acheté avec l'argent issu du trafic de stupes. Il y a aussi un point qui fait que cette violence soit de plus en plus importante, c'est finalement ce qu'on appelle les territoires perdus, où la police, pas qu'elle a peur d'aller, mais en tout cas où elle est accueillie, attendue, notamment, on a vu même les pompiers qui sont pris pour cible. Est-ce que, Jean-Charles Antoine Noirel, est-ce qu'aujourd'hui les services, les forces françaises et européennes en général sont suffisamment armées, alors d'armes physiques, mais aussi armées, préparées pour faire face à cette violence des narcotrafiquants? Alors, je me permettrai de dire que je ne crois pas à la notion de territoire perdu. Un territoire perdu est perdu jusqu'à ce qu'il est retrouvé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une politique publique harmonisée à l'échelle européenne qui prend en compte un aspect autre que criminel, à savoir désormais un aspect géopolitique du trafic de drogue, là on arrive à des politiques publiques qui travaillent sur différents niveaux. Armée, au terme d'armement, c'est très important évidemment, mais je pense qu'il faut un travail sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est effectivement couper les têtes. Et là, le PNACO saura être particulièrement efficace parce qu'il y a une grande longévité judiciaire en France sur ces affaires. Le deuxième niveau, c'est effectivement de sécuriser les hubs et les points d'entrée européens, y compris en France. Le troisième niveau, et le président de la République française a fait passer le message dernièrement, je dirais que ça consiste à assécher le bas, c'est-à-dire les consommateurs. S'il n'y a plus ou presque plus de consommateurs, il y aura logiquement beaucoup moins de trafic de produits stupéfiants et de cocaïne. Donc est-ce que les services de police judiciaire, les services d'intervention, les services de renseignement sont suffisamment armés? Oui. Oui, ils sont suffisamment armés en termes de batterie législative, en termes d'armement, et ils ont les schémas tactiques parfaitement établis pour le faire. Dès que l'harmonisation sera lancée, effectivement, la croissance de la répression, mélangée à la répression, à une vision géopolitique globale, va permettre effectivement de casser durablement ce trafic européen de drogue. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux, Jean-Michel Antoine Noirel et à Christian Flech. Merci beaucoup d'avoir apporté votre point de vue, d'avoir croisé vos regards ce soir. Merci beaucoup. Et on termine cette émission par une bonne nouvelle, une info, un buzz ou un événement qui donne le sourire. C'est le clin d'œil de la semaine.
Et cette semaine, une fois n'est pas coutume, on parle sport. Déborah Benayoun m'a rejoint dans le studio. Bonsoir, rebonsoir Déborah. On s'intéresse à un basketteur israélien qui brille à la NBA. Et oui, c'est Deni Avdija. Alors clairement, on peut dire qu'il fait sensation dans son club de Portland, dans l'ouest des États-Unis. Il a 24 ans et déjà, il s'impose comme l'un des joueurs les plus influents de la saison pour certains experts. Il est même en train de transformer l'équipe de Portland Trail Blazers. J'espère que j'ai bien prononcé. Je ne saurais pas vous dire. Sans doute. On espère. Donc en fait, il affiche des performances impressionnantes et des records personnels. Déjà une technique très précise, mais surtout, apparemment, il a une moyenne de plus de 25 points par match, plus de 6 passes décisives et 5 interceptions par match. Bref, des statistiques qui forcent le respect, à tel point que beaucoup estiment qu'il est un candidat sérieux pour ce qu'on appelle le All-Star Game. C'est un match qui met en vedette les meilleurs joueurs de la Ligue. Il pourrait même décrocher le titre de joueur ayant le plus progressé de la saison. Et il jouit évidemment, en conséquence de tout cela, d'une très grande popularité auprès du public. Il est décrit comme un joueur humble, disponible, responsable après les défaites et généreux après les victoires. Et puis la communauté juive et israélienne de Portland, elle aussi évidemment très fière. Il y a quand même des dizaines de milliers de personnes. Donc elle s'est prise de passion pour lui. Et puis, peut-être petite anecdote, il a aussi son personnage dans l'émission satirique culte en Israël, Eretz Nederek. C'est plutôt une consécration. Et puis on termine avec le clin d'œil dans le clin d'œil, puisque Deni Avdija, il compte aussi briller en dehors des terrains. Il a annoncé le lancement d'une crème glacée protéinée qu'il a baptisée Turbo, puisque c'est son surnom sur le terrain. Et elle sera d'abord lancée en Israël et puis ensuite aux États-Unis. Il veut créer un produit qu'il dit bon au goût et qui réponde aussi aux besoins nutritionnels du public. Bref, de quoi récaler les fans. Oui, mais merci de vous être plongé dans le basket parce que je sais que c'est pas votre force, c'est pas le mien non plus. Mais c'était très intéressant. Vous aurez pu nous dire tous les chiffres que vous voulez, je vous crois sur parole. Et justement, on va parler avec quelqu'un qui s'y connaît bien en basket, c'est le journaliste sportif Uri Levy. Bonsoir Uri, merci d'avoir accepté de nous expliquer, alors pas le basket parce que je pense que ça va être trop long, mais le phénomène Deni Avdija. Comment est-ce qu'on en est arrivé là avec Deni Avdija qui est adulé aux États-Unis, bon en Israël c'est normal, mais aux États-Unis? Absolument. Je pense que Deni Avdija, c'est une histoire incroyable d'un succès qui est venu lentement, avec beaucoup de travail, de manière approfondie, et la combinaison aussi avec des données génétiques de très haut niveau. C'est le fils de Zuki Avdija qui était un basketteur et qui a été très bien formé au basket serbe et israélien, et il est dans la meilleure équipe du monde, le NBA. Et comme ça a été décrit avec les chiffres, c'est un processus de longue haleine, de travail, de croissance, c'est le meilleur basketteur israélien de tous les temps et certainement celui qui est arrivé le plus loin au niveau de la ligue, des groupes, des équipes, et c'est très émouvant à voir, à suivre. C'est formidable de voir ça grandir. Je crois qu'au-delà de l'exploit sportif, il y a aussi la personnalité de Deni qui est importante. Tout à fait. Deni, d'abord, c'est une personne particulière. Il aime bien s'habiller de manière extériorisée, il aime bien dire ce qu'il pense, il parle de ses sentiments, de ses ressentis au niveau mental après les matchs, qu'il ait gagné ou qu'il ait perdu, que ce soit au NBA ou dans l'équipe d'Israël. Et on peut dire qu'il représente très bien cette génération des basketteurs israéliens, mais pas seulement, dans le monde entier. Il est très lié au ici et maintenant et il laisse la place aux choses les moins bonnes et les meilleures. Et c'est un personnage attrayant et honnête et qui est attrayant. Et comme Israélien et comme journaliste du sport en Israël, c'est un plaisir de le voir à toute réunion de l'équipe d'Israël. Il nous représente aussi avec vraiment beaucoup d'honneur. Alors, il semble tout de même échapper à ces appels au boycott des sportifs israéliens. On n'a pas l'impression qu'il soit tellement inquiété, ou alors je me trompe, par le BDS et les appels au boycott. Non, il n'est pas du tout touché. D'abord, le NBA, c'est un environnement très amical pour Israël et pour les Juifs.
Wood, il sait Adam Silver, tous les grands précédents, des gens les plus importants de cette ligue qui sont juifs. Et le NBA laisse la place et l'expression à Israël et aux juifs, aux communautés juives, aux États-Unis. Alors c'est moins un problème. Bien sûr, comme partout aujourd'hui, il y a toutes sortes de gens, d'individus qui réagissent et disent des choses à propos de certaines choses, mais de manière générale, lui aussi qui s'exprime à propos d'Israël. Il montre toujours tous les côtés, il essaie d'expliquer la complexité dans laquelle nous vivons. Et je pense que à son niveau, on parle d'un joueur qui va être All-Star, ce qui va l'accompagner toute sa vie. Eh bien, je pense que c'est une excellente ambassade pour Israël et le peuple juif. Merci beaucoup, Uri Levy. Et longue vie à Deni Avdia, évidemment, longue vie au basketball israélien. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. La traduction était assurée par Gisèle Abazan. Regard croisé, c'est terminé pour cette semaine. Merci d'avoir partagé cette heure avec nous. Merci à tous ceux qui œuvrent devant et derrière la caméra et qui ont rendu cette émission possible.